Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse au destin tragique de Don Carlos, prince de la maison de Habsbourg et digne du cinéma et de la littérature. Mais elle est bien réelle. Premier fils du roi d'Espagne Philippe II, Don Carlos 1545-1568 souffre de nombreuses affections physiques et psychologiques dues à la consanguinité entre les Habsbourg. Jeune garçon, il torture des animaux et se montre cruel envers ses valets, avant de sombrer dans la démence. Impuissant, Philippe II se résout à rayer son fils de sa succession. Don Carlos est fait prisonnier d'État et meurt seul et oublié de tous à l'âge de 23 ans. Mais sa mort est également mystérieuse. Partons ensemble sur les traces de Don Carlos. Né aux premières heures du 8 au 9 juillet, sa naissance fut une grande joie pour son père Philippe II, qui était à l'époque prince des Asturies, car les naissances d'un fils signifiaient que la continuité de la dynastie était assurée au sein des Habsbourg. Mais la joie fut de courte durée à la cour, car 4 jours plus tard, la princesse des Asturies, Maria Manuela de Portugal, meurt des suites de l'accouchement. La santé du petit enfant était très fragile dès les premiers instants de sa vie. Il pouvait à peine bouger et les médecins de la cour ont détecté qu'il souffrait d'une malformation, peut-être causée par la consanguinité qui existait entre ses parents, ce qui empêche de marcher correctement et d'avoir le dos droit. Don Carlos souffrait d'une malformation qui le fait boiter et l'avait rendu bossu. En plus de ses problèmes physiques, Don Carlos avait de graves problèmes mentaux qui entravaient son développement et son rythme d'apprentissage, de sorte que jusqu'à l'âge de 3 ans, il ne parlait pas, et tout au long de sa vie, il aura un fort bégaiement en parlant, ce qui avait pour conséquence de rendre l'enfant timide, maussade et méfiant envers son entourage, principalement envers son père. Le mariage de ses parents a été arrangé par son grand-père l'empereur Charles Quint, dans le but d'obtenir l'importante dot de Dona Maria Manuela de Portugal, fille de Juan III, et de consolider l'alliance avec le Portugal. Le jeune enfant grandit sans pratiquement voir son père à cause de ses nombreuses occupations dans le gouvernement, l'administration et la défense de l'immense empire espagnol. Au fil des années, Don Carlos grandit d'abord en compagnie de ses tantes, puis ensuite élevé par ses précepteurs, car son père n'était pas en Espagne de 1548 à 1551 et de 1554 à 1559. En raison de son statut d'orphelin, son père décide que l'enfant, dans un premier temps, serait confié à l'une des dames de feu l'impératrice Isabelle Léonore de Mascarenas, qui avait sa confiance totale en tant que nourrice pour son fils. Quand le prince fut en mesure de marcher, il passe aux soins des sœurs de Philippe II, Maria et Juana d'Austria, qui entourent le petit garçon d'attention. Après le mariage de Dona Maria avec le futur Maximilien II, Dona Juana d'Austria prit soin de son neveu, devenant sa compagne de jeu jusqu'à ce qu'elle épouse elle-même l'héritier du trône de Portugal, l'infant Don Juan Manuel. Il convient également de mentionner la participation remarquable aux soins du prince par son précepteur Antonio de Rojas, qui envoyait chaque semaine un rapport détaillé à Philippe II sur les progrès du prince et sur les activités quotidiennes qui remplissaient sa vie. Mais malgré toutes les attentions dont il était l'objet, le caractère de Don Carlos s'aggrave de plus en plus avec les années, devenant de plus en plus désagréable et violent. Il y eut beaucoup de plaintes de la part de ses domestiques à cet égard. Il ne semblait avoir qu'une prédilection particulière pour sa jeune tante, Dona Juana, qu'il regardait comme une seconde mère, mais il ne lui pardonna pas de l'avoir abandonnée pour se marier. Selon le courtisan Gramise, le prince a grandi gâté et avait des comportements exagérés. Don Carlos aimait faire rôtir des lièvres vivants. Il a également aveuglé les chevaux de l'écurie royale. À l'âge de 11 ans, il fait fouetter une fille pour son simple amusement. La situation ne s'est pas améliorée par la suite. Ses professeurs Juan de Montones et Oranato de Juan ont eu des sérieuses difficultés pour que l'enfant apprenne à lire et à écrire. En 1556, Don Carlos d'Austria rencontre son grand-père l'empereur Charles Quint à son retour en Espagne. C'est une entrevue qui a lieu près de Valladolid, à Cabezón, qui laisse une mauvaise impression à l'empereur, honoré également d'être présenté à l'empereur son père, le jeune Don Juan d'Austria, écrit à Philippe II pour lui faire part de sa crainte sur la folie du prince.
En 1560, Don Carlos est reconnu héritier du trône de Castille par les Cortés, mais son état de santé se détériore considérablement, puisqu'au cours de cette année, il commence à avoir des accès successifs de fièvre persistante, qui l'obligent à rester alité. Pour cette raison, le roi repousse son voyage dans le royaume d'Aragon, où les Cortés devaient également le reconnaître comme l'héritier du trône, car les médecins lui recommandent de ne pas faire de longs voyages. Malgré l'état de santé délicat, Don Carlos refuse de suivre les instructions de ses médecins qui l'exhortent à surveiller son alimentation, car il était sujet à des excès. En effet, il pouvait manger d'une façon exagérée, tout comme ne rien manger du tout. Les médecins conseillent également à Don Carlos d'effectuer des exercices contribuant au renforcement de ses jambes. Le caractère du jeune prince était de plus en plus violent et hautain, bien qu'à cette époque Philippe II l'excusa, espérant qu'avec l'âge son fils montrerait des aptitudes et prendrait conscience de sa charge et des responsabilités. Après avoir subi une nouvelle rechute, le roi d'Espagne commence à étudier son éventuel transfert dans le royaume de Valence, où le climat pourrait favoriser son rétablissement, mais cette option fut écartée du fait de la trop grande distance avec la cour, de sorte qu'après quelques délibérations, les médecins suggèrent l'Alcalá de Henares où l'enfant pourrait compléter sa formation tout en étant surveillé et pris en charge par Don Juan d'Austria, demi-frère de Philippe II, et par Alexandre Farnèse, tous deux étudiants à l'université. Don Carlos arrive à l'Alcalá de Henares en 1561, s'installe avec son oncle et son cousin dans le palais de l'archevêque de Tolède, possédant dans cette ville. Le prince néglige ses études et commettait de plus en plus d'excès, ce qui l'amène à aggraver son état de santé déjà délicat, malgré une amélioration, puisqu'il n'avait pas eu d'accès de fièvre. Mais le destin va encore une fois faire basculer les choses. Le 19 avril 1562, Don Carlos est victime d'un grave accident en se cognant la tête après être tombé dans les escaliers, alors qu'il poursuivait la fille d'un des employés du palais. Son état était considéré comme critique et beaucoup pensaient qu'il ne survivrait pas. Alors son père a commencé à faire les préparatifs de ses funérailles. Don Carlos, assisté par les meilleurs médecins de la cour, ne connut aucune amélioration malgré de nombreux traitements différents, notamment en allant chez le guérisseur ou en plaçant la momie de Fray Diego de Alcalá au pied de son lit. Après l'échec des traitements et le manque de solutions, Philippe II décide de se tourner vers un prestigieux médecin valencien qui finalement décide d'effectuer une trépanation. Opération très risquée qui consiste à pratiquer une ouverture dans un os et principalement dans la boîte crânienne afin d'agir sur le cerveau directement. Le médecin, grâce à sa solide connaissance de la médecine arabe, parvient à sauver le prince. Après sa convalescence, Philippe II décide de garder un œil personnel sur son fils, raison pour laquelle il le retransfère à Madrid. Les affrontements entre le père et le fils ont été constants de 1562 à 1564. Philippe II, silencieux, réservé d'une stature imposante, ne comprenait pas le comportement de son fils et son manque de contrôle envers les personnes et devant l'aristocratie. De sorte qu'à de nombreuses reprises, il a dû le réprimander en public, augmentant le ressentiment de Don Carlos envers son père. La situation commence à s'aggraver à partir de 1564, lorsque le prince des Asturies, âgé de près de 20 ans, commence à protester sur le manque de responsabilité et qu'il n'occupait aucune position importante dans l'administration du royaume d'Espagne. Son père hésite à lui confier des responsabilités en raison du caractère instable et des doutes légitimes qu'il entretenait sur la capacité de son fils à tenir son rang et de demeurer lucide envers les charges. Avis confirmé par les mots de l'ambassadeur de la cour de Vienne sur le prince. Il n'est ni large d'épaule, ni de très grande taille. L'une de ses épaules est un peu plus haute que l'autre. Il a la poitrine enfoncée et une petite bosse sur le dos. Sa jambe gauche est beaucoup plus longue que sa jambe droite. Ajoutant, sa voix est mince et stridente. Il montre des difficultés quand il commence à parler et les mots sortent avec difficulté. Philippe II avait déjà entrepris des démarches pour faire participer son fils aux affaires de l'Empire espagnol. Dès 1559, il avait promis à ses sujets de Flandre d'envoyer Don Carlos avec la charge de gouverneur. Mais finalement, en raison de la situation compliquée, les Flandres est une région souvent révoltée contre l'autorité et de l'instabilité mentale de son fils. Le roi d'Espagne décide d'envoyer sa sœur Marguerite de Parme à la place de l'enfant. Les confrontations entre le père et le fils augmentent chaque jour davantage. Don Carlos reproche à son père son manque de confiance notoire et sa volonté de le maintenir enfermé à Madrid dans le palais de l'Escorial.
Finalement, Philippe II décide de le nommer conseiller d'État, mais cette décision augmente la colère de son fils, qui se rend très vite compte que les décisions importantes étaient prises directement par son père dans son bureau. Le conseil était un simple organe consultatif, avec presque aucune autorité. Le voyage de Philippe II, la même année en Aragon, où le roi ne parvient pas à faire reconnaître Don Carlos comme héritier du trône par les Cortés. Les nobles, considérant comme un affront le fait qu'il ne soit pas venu personnellement, augmente la distance entre Philippe II et Don Carlos. Ce dernier reproche directement à son père de ne pas avoir obtenu la confirmation des Cortés d'Aragon, malgré le fait que le monarque ait tenté de justifier son absence, alléguant son état de santé délicat. Malgré le constat de l'état déficient de son héritier, Philippe II cherche à conclure une union matrimoniale pour son fils, afin de perpétuer la dynastie d'Habsbourg. Philippe II doute que la situation de Don Carlos s'améliore. Il décide d'entamer des négociations matrimoniales avec son cousin, l'empereur Maximilien II, afin que son fils puisse épouser la fille de ce dernier, Anne d'Autriche. Mais les négociations aboutissent seulement à des promesses et fiançailles. Mais la mort en 1568 de la reine d'Espagne et de Don Carlos interrompt les négociations, laissant Philippe II épouser Anne d'Autriche plus tard. Le roi d'Espagne semble également avoir pris conscience du problème de sa propre succession, considérant Don Carlos inapte à prendre la responsabilité du gouvernement de ses royaumes à sa mort. Le prince, après avoir appris son écartement de la succession, qui n'est pas officiel, commence à conspirer contre son père. Mais dans quel but ? Nous ne le savons pas, mais on peut supposer peut-être pour contrôler une partie d'un territoire ou simplement échapper à l'emprise de Philippe II, en renversant le tout-puissant roi d'Espagne, son père. Mais son esprit devenait de moins en moins lucide, ses actes de folie et de fièvre deviennent de plus en plus fréquents, et ses plans pour renverser Philippe II du pouvoir étaient totalement utopiques. Philippe II songe également à le marier à Marie Stuart, reine d'Écosse, union risquée, car il susciterait l'inimité de la France de Charles IX, ennemi de l'Espagne, et Marie Stuart est l'ancienne reine de France, de l'Angleterre d'Élisabeth Ier, grande ennemie de Philippe II, et de Marie Stuart, et peut-être du Saint-Empire romain germanique, du fait de l'annulation des fiançailles de l'archiduchesse Anne d'Autriche. Ces raisons, ainsi que la personnalité du prince, amènent Philippe II à interrompre les négociations avec l'Écosse. D'autre part, Don Carlos voulait gouverner les Pays-Bas comme son père le lui avait promis en 1559. Mais l'instabilité de ces territoires ainsi que la méfiance du monarque l'ont amené à revenir sur cette promesse. Voyant le peu de crédibilité de la part de son père, Don Carlos désespère, un sentiment renforcé par le fait que son père était en pleine santé et semblait avoir encore un long règne devant lui. Philippe II meurt seulement en 1598. Le prince se moque ouvertement du roi en public, qu'il compare volontiers à la figure de son grand-père, l'empereur Charles Quint. Le prince s'approche même de la porte où l'on discutait de la situation aux Pays-Bas afin d'espionner ce qui s'y disait. L'un des chefs rebelles des Pays-Bas, le comte d'Egmont, a eu des contacts à Madrid avec le prince Don Carlos en 1565, qui envisageait de s'enfuir dans ses terres pour prendre le contrôle. Le prince confie son projet à Rui Gomez da Silva, prince d'Éboli, qui en informe immédiatement Philippe II. En 1566, le baron de Montigny, qui arrive à Madrid représentant les rebelles d'Egmont et de Horn, eut également des contacts avec le prince. Au cours de l'année 1567, le prince commit d'autres excès, tels que l'incendie d'une maison, la tentative publique de poignarder Don Fernando Alvarez y Tolède, duc d'Albe, qui devait partir pour les Flandres comme gouverneur des Pays-Bas, ou encore de jeter par une fenêtre un page dont la conduite l'ennuyait. Et dans une autre occasion, il jette ses bijoux et ses vêtements par les fenêtres. L'instabilité mentale de Don Carlos augmente sans pouvoir la contrôler, devenant de plus en plus méfiant, voire paranoïaque, ordonnant l'installation d'un dispositif de sécurité dans ses chambres de l'Alcazar pour éviter d'être tué pendant son sommeil. De plus, il souffrait de crises d'angoisse continues, manifestant certaines tendances maniaco-dépressives. À la fin de l'année 1567, la situation devient intenable. Don Carlos évoque, avec le prince d'Éboli, son nouveau plan pour s'emparer du pouvoir. À cette occasion, la situation représentait un grave danger pour la stabilité de la monarchie, car il semble qu'il y eut des pourparlers avec les rebelles de Flandre, qui lui avaient offert le gouvernement du territoire pour se débarrasser définitivement de l'emprise et du pouvoir de Philippe II.
Ainsi, lorsque Don Carlos commence à demander de l'argent à la très haute noblesse pour s'enfuir d'Espagne, Philippe II, qui connaissait parfaitement ses plans dans les moindres détails, décide de mettre un terme à la folie de son fils. Don Carlos, pour se rendre aux Pays-Bas, demande à son oncle Don Juan d'Austria de l'emmener en Italie. Mais ce dernier lui demande 24 heures pour prendre la décision et alla en informer immédiatement le roi. Don Carlos, apprenant la trahison de son oncle, charge un pistolet et l'envoie chercher de nouveau dans ses appartements. Mais il ne peut tirer parce que un de ses serviteurs avait déchargé l'arme. La fureur du prince était telle qu'il saisit une épée et se précipite sur Don Juan d'Austria, qui lui était supérieur en force, et parvient à le clouer au sol. Il informe également le prieur du couvent d'Antiocha de son désir de tuer le roi, son père. Finalement, le 18 janvier 1568, Philippe II ordonne que son fils soit enfermé dans ses appartements sans recevoir de correspondance et avec une communication limitée avec le monde extérieur. Le duc d'Albe emprisonne Horn et Egmont qui seront exécutés 3 ans plus tard pour trahison. Ainsi, après avoir informé le Conseil d'État de la gravité de la situation, le 18 janvier 1568, Philippe II décide d'enfermer Don Carlos dans ses appartements pour empêcher de nuire. Le prince, pendant les mois de son enfermement, devient de plus en plus déséquilibré et tente à plusieurs reprises de se suicider, conduisant son père à prendre des précautions extrêmes, à savoir retirer tous les couteaux et les fourchettes. Don Carlos souffre également de graves troubles de l'alimentation, mangeant avec excès pendant plusieurs jours, puis ne plus rien manger pendant plusieurs jours, tout en faisant des grèves de la faim. Peu à peu, sa santé se dégrade. Don Carlos meurt finalement le 29 juillet 1568 à l'âge de 23 ans. Les causes de sa mort sont inconnues, bien que selon la version officielle émise par le monarque lui-même, son fils soit mort de cause naturelle en raison de son état de santé délicat. En informant l'opinion publique ainsi que les dirigeants de l'Europe, le roi d'Espagne est ambigu car il tente de se justifier sans révéler les fautes de Carlos. Ce manque de transparence alimentera les rumeurs et la propagande négative. L'arrestation du prince à l'Alcazar donne lieu à une multitude de théories dans toutes les cours d'Europe, car personne ne pouvait ou ne voulait comprendre les raisons de Philippe II. La mort de l'enfant, dans ces circonstances, a déclenché une dure campagne de diffamation contre le roi d'Espagne. Beaucoup pensaient que Don Carlos avait été assassiné par son propre père, ce qui a donné naissance à la légende noire de Philippe II. Ainsi, les protestants, Guillaume d'Orange en tête, prétendent que la véritable cause de la mort de l'héritier avait été la jalousie du roi, puisqu'il avait surpris sa femme, Élisabeth de Valois, avec Don Carlos, et n'avait pu pardonner leur infidélité. Philippe II a également été accusé par certains de ses ennemis, y compris son ancien secrétaire Antonio Pérez, qui soutenait la théorie du meurtre par empoisonnement. Enfin, il faut ajouter que les historiens du XVIIe siècle ont lancé la théorie selon laquelle la mort de Don Carlos, pour raison d'État, le sens du devoir du monarque l'empêchait de laisser le gouvernement de ses royaumes entre les mains d'un fou. Comme on l'a vu, Don Carlos, fils de Philippe II, roi d'Espagne et de Maria de Portugal, était un enfant malade, affecté de bégaiement, manifestant rapidement des symptômes d'instabilité mentale. Sujet à des crises de violence, il connaît un destin tragique, impliqué en 1567 dans une conspiration qui aboutit à sa condamnation à la prison et à une mort plus ou moins suspecte. Quelques mois plus tard, élément majeur de la légende noire de Philippe II, véhiculé par ses adversaires, mais demeurant présent dans les esprits, même actuellement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.